En novembre 2024, dans un an à l'heure où sort cette vidéo, la NASA devrait envoyer son lanceur SLS, emportant avec lui 4 astronautes qui survoleront la Lune. C'est la mission Artemis 2. L'équipage n'ira pas à la surface, mais se contentera d'un vol circumlunaire autour de notre satellite, comme Apollo 8 ou Apollo 10. En 2025, la mission Artemis 3 devrait envoyer 2 astronautes à la surface lunaire, une première depuis Apollo 17. Ce sera sans aucun doute l'un des plus grands événements de la décennie, voire du siècle entier. Et croyez-moi, celui ou celle qui succédera à Eugène Cernan en 1972, le dernier homme sur la Lune, sera aussi célèbre que Neil Armstrong. Depuis la fin des années 80, on sait que tôt ou tard, on reviendra sur la Lune. Du moins, les médias et la culture nous ont habitués à ça. Et c'est un peu pareil avec Mars. Il est coutume de penser que tôt ou tard, on foulera le sol de notre voisine, la planète rouge. Le voyage vers Mars est ancré dans la culture populaire. Les livres, les films, les projets de science-fiction, les podcasts et même les projets réels. Encore faudrait-il savoir ce que l'on veut. Par exemple, Elon Musk avait proposé une colonie autonome pour SpaceX. Bon, pour l'instant, c'est pas franchement réalisable. Les attentes ont été revues à la baisse et il prévoit un départ de son Starship d'ici une dizaine d'années. Ou alors on peut juste, entre guillemets, envoyer un équipage pour une dizaine de jours de mission avec 1 an et demi de voyage. Mais peu importe qui gagnera cette course, il est quasiment admis qu'on ira sur Mars. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt pour l'être humain d'aller sur Mars? Un ingénieur de la NASA pourra vous trouver des centaines de raisons scientifiques différentes. Fouler le sol, analyser la composition, rechercher de la vie extraterrestre, des bactéries, des fossiles, etc. Le retour d'échantillons est probablement la meilleure de toutes les justifications. Être sur place, c'est beaucoup plus pratique qu'un atterrisseur qui récupère des petits morceaux pour ensuite les analyser et renvoyer les données par communication radio. Là, on ne fait pas que renvoyer des données. On ramène également des bouts de Mars avec nous. En vérité, nous sommes déjà allés sur Mars. Nos meilleurs représentants, les robots, foulent son sol depuis un demi-siècle. Et on a déjà fait d'innombrables découvertes pour pas trop cher. Et ouais, un être humain dans l'espace, ça a des besoins vitaux qui nécessitent d'augmenter considérablement le budget. Un astronaute a besoin de respirer et de ne pas se sentir isolé, donc il lui faut un habitacle. Un habitacle avec du dioxygène et qui soit, pour 6 à 9 mois de voyage, aussi gros que l'ISS minimum. Et il a également besoin de boire, de manger, de dormir, il faut un système de recyclage de l'eau, de l'air, bref, c'est très compliqué. Alors qu'un robot n'a pas besoin de tout ça. Tous ces composants nécessitent une source principale d'énergie. Si vous êtes dans le système intérieur, vous recevez assez de radiation pour vous contenter de panneaux solaires. Et au-delà de l'orbite de Mars, un générateur nucléaire à radioisotope suffit largement. Bon, on est d'accord, c'est super compliqué, hein. Curiosity et Perseverance, 2 rovers de la NASA actuellement sur Mars et toujours en mission, font partie des véhicules les plus sophistiqués jamais construits par l'homme. Loin de moi l'idée de dire que la conquête humaine ne sert à rien. L'exploration spatiale, ça sert à quelque chose. Je dis juste que l'exploration robotique du système solaire est pour l'instant tout aussi efficace que l'exploration humaine. Et pour moins cher. Nous nous dirigeons actuellement vers une robotisation de l'exploration spatiale, et ça nécessite de maîtriser de nouvelles technologies. Mais sans astronautes, impossible de pérenniser le retour d'échantillons sur Terre, non? Eh ben détrompez-vous, parce qu'on a déjà fait ça avec des robots. La sonde japonaise Hayabusa s'est posée sur l'astéroïde Itokawa en 2005 et a réussi à prélever des morceaux avant de revenir en 2010. Même si ce n'était qu'une réussite partielle, elle était avantagée par la faible gravité de l'objet. Plus récemment, la sonde américaine Osiris-Rex a récupéré des échantillons de Bennu avant d'engager une mission de survol d'Apophis, qui passera près de notre planète en 2029. Et actuellement, la NASA et l'agence européenne sont en train de collaborer pour mettre en place l'un des projets les plus ambitieux de cette décennie, Mars Sample Return. Le rover Perseverance n'est que le début d'une très longue mission martienne. Actuellement, il collecte des morceaux de sable et de roche dans son sillage. En 2026, l'ESA lancera Earth Return Orbiter, abrégé ERO. L'année suivante, la NASA lancera Sample Retrieval Lander, abrégé SRL, tous deux se dirigeant vers Mars. ERO, c'est l'orbiteur, donc il reste autour de la planète. Et SRL, c'est l'atterrisseur.
Son but est de se poser à côté de Persévérance à la surface. Au cours de sa mission, le rover stockera ses échantillons dans des tubes fermés, que SRL devra récupérer, avant de redécoller et retrouver ERO en orbite. Après l'amarrage du conteneur, la sonde revient vers la Terre et largue la capsule d'échantillons dans l'atmosphère qui sera récupérée par la NASA. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire, c'est très résumé parce que j'aurai l'occasion de revenir dans un autre épisode sur ce sujet. Mais c'est juste pour vous dire que des missions de collecte d'échantillons entièrement robotisées sont à l'œuvre depuis plusieurs années, et on va le faire dans le cas de Mars. Mais il faut pouvoir construire des machines autonomes qui puissent se synchroniser entre elles et de prendre des décisions et des initiatives. Pareil pour d'autres missions comme Europa Clipper, une sonde qui atteindra Jupiter vers 2026 et survolera la Lune Europe, une candidate sérieuse à l'apparition de la vie extraterrestre. Et que dire de la Chine, qui prévoit un survol de Neptune pour 2050 avec une nouvelle mission interstellaire. Sur Terre, on a le GPS avec des satellites, au minimum 3, pour effectuer une triangulation afin de connaître vos coordonnées précises. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec des sondes spatiales? Et surtout, comment s'assurer que les sondes s'orientent elles-mêmes sans avoir besoin du contrôle au sol? C'est ce qu'on appelle l'attitude, le comportement de la sonde. Dans le cas de Mars Sample Return, le conteneur doit pouvoir s'orienter et détecter l'orbiteur pour ramener les échantillons sur Terre, et le tout doit être contrôlé automatiquement. Imaginez une sonde ayant pour tâche de faire des manœuvres très précises en orbite autour de Neptune, si loin de la Terre que les commandes radio mettent des heures à arriver à cause de la limitation de la vitesse de la lumière. Mais pour ça, il faut des éléments de référence. Fort heureusement, nous avons les étoiles. Depuis la Terre, elles bougent et tournent autour des pôles célestes à cause de la rotation de notre planète. Mais dans l'espace, elles restent fixes. Bon, en réalité, elles se déplacent dans la Voie lactée, et nous aussi. Par exemple, d'ici 14 000 ans, Polaris, l'étoile brillante la plus proche du pôle nord céleste, aura suffisamment bougé dans sa trajectoire pour ne plus être considérée comme l'étoile polaire. Mais les échelles temporelles évoquées ici sont absolument énormes. Des millénaires. Donc, à l'échelle humaine, le mouvement apparent des étoiles est tellement lent qu'on le considère comme négligeable, du moins pour les prochaines décennies. Arrive alors le viseur d'étoiles, qui se place à l'extérieur des sondes. Ces engins ont pour objectif de mesurer les coordonnées de certaines étoiles pour avoir des bases de référence. Mais s'orienter sur des points brillants ne suffit pas. L'ordinateur de bord doit également avoir une carte du ciel qui doit regrouper le plus d'étoiles possible. Pas besoin de guidage par satellite ou de détection radar. Les viseurs sont utilisés par le système de contrôle d'attitude. En ciblant une ou plusieurs étoiles, vu qu'on sait dans quelle direction elles sont, on a donc une idée incroyablement précise de l'orientation de la sonde. Pensez simplement à deux sondes qui doivent s'orienter pour se retrouver et effectuer un amarrage en orbite autour de la Terre. Ou bien une sonde spatiale aux confins du système solaire qui doit orienter son antenne vers notre planète. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais si une sonde contrôle son attitude, automatiquement, ça facilite beaucoup de choses. Sauf qu'une étoile, c'est petit, très petit. Leur taille apparente est minuscule. Une étoile, on ne peut pas la voir, même au télescope. Elle est masquée par l'éclat de sa propre lumière. Donc, autant cibler l'éclat. Les viseurs les plus gros peuvent avoir des précisions d'1 seconde d'arc. Prenez le ciel, vous faites un tour complet que vous divisez en 360 degrés. La Lune et le Soleil ont un diamètre apparent d'1 demi-degré, donc 1/720e du ciel. 1 degré, ça fait 1 heure d'arc, donc 1 demi-degré, ça fait 30 minutes d'arc. Donc divisez ce degré par 1800 et vous avez 1 seconde d'arc, un 3600e de degré. C'est l'équivalent d'un ballon de basket à 50 km de distance. C'est ce genre de précision. Pendant leur construction, il faut pouvoir simuler un environnement spatial, émuler le vide et la nuit noire. Certains capteurs ne fonctionnent que dans des cuves qui simulent le vide, car ils sont si sensibles que la différence de pression joue un rôle déterminant. Il faut aussi pouvoir détecter les étoiles masquées directement par le Soleil. Et ouais, dans l'espace, vous avez une grosse boule blanche lumineuse qui masque absolument tout et qui fait office de projecteur. Si vous êtes suffisamment proche de notre étoile, l'œil humain ne peut pas distinguer les autres étoiles, à moins d'être dans l'ombre d'un objet céleste, comme la Terre. Mais les viseurs d'étoiles, eux, peuvent le faire. Cette technologie aura un rôle déterminant à l'avenir. La mission Europa Clipper, que j'ai évoquée plus tôt, en est un parfait exemple.
Si on ne connaît pas l'orientation du vaisseau spatial, impossible de pointer précisément tous les instruments scientifiques vers la Lune Europe pour collecter des données, ou pointer son antenne vers la Terre, réduite à un point bleu pâle dans l'obscurité du cosmos. Au-delà de la conquête spatiale, vous avez également les viseurs diurnes qui peuvent s'orienter en plein cagnard sur Terre, donc en plein jour, et qui pourraient équiper des avions, des bateaux, des supertankers, peut-être même votre voiture qui sait un jour. Bon, pour l'instant on n'en est pas là, mais l'avantage de ces viseurs diurnes, c'est qu'on peut arrêter d'être dépendant du GPS et ainsi assainir l'orbite géostationnaire. C'est malheureusement un problème de l'exploration spatiale depuis 70 ans. La pollution orbitale risque de s'aggraver si jamais on ne fait rien. 99,999999% du volume de l'orbite basse est vide. Mais le trop-plein de satellites est quand même un problème. Des débris, des collisions ou simplement de la lumière parasite sur les photos des astronomes. Cependant, les agences sont conscientes du problème et travaillent actuellement pour trouver des solutions. Comme quoi, l'innovation n'est pas forcément là où on l'attend. Alors certes, des villes sur Mars et des colonies sur Pluton, c'est cool. Mais il faut aussi savoir être réaliste. Actuellement, les robots et la technologie de pointe qu'ils transportent sont pour l'instant le meilleur moyen d'explorer le système solaire et d'en connaître plus sur le voisinage cosmique qui nous entoure. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres vidéos. À la prochaine!